Dans ce second épisode de Sur les routes de la sociologie, le podcast qui part à la rencontre des anciens étudiants de sociologie, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle, dont le parcours est un bel exemple des itinéraires que l'on peut emprunter après des études de sociologie. Cette chef de projet, passée par l'adresse, la direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques, travaille actuellement sur les enquêtes de victimation du ministère de l'Intérieur. Elle est en effet en charge des enquêtes qualitatives du Bureau des enquêtes, des études et statistiques sur les atteintes aux personnes et aux biens. Nous verrons comment son parcours professionnel s'est structuré, quelles sont les missions qu'elle a exercées dans ces enquêtes d'envergure nationale. Dans notre discussion, où vous allez entendre les meilleurs extraits, Isabelle nous montre comment elle mobilise ses savoir-faire issus de la sociologie dans les différents emplois qu'elle a occupés jusqu'à présent. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton parcours et ton lien avec la sociologie ? J'ai fait un bac ES à l'époque, je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça, mais en tout cas, voilà, économique et social. Pendant que j'étais au lycée, donc j'ai eu mes premiers cours de sociologie. Ensuite, je suis partie à la fac en histoire de l'art, en première année. On va dire que c'était plutôt une découverte. Enfin, ça m'a pas trop. Enfin, je trouvais ça intéressant, mais ça m'a pas. Bon, bref, j'ai pas continué là-dedans et j'ai pas validé ma première année d'histoire. Et quand j'ai recommencé la première année, à ce moment-là, me suis réorientée avec une mineure sociaux, avant de découvrir que si je voulais basculer en sociaux majeur, il fallait que je le fasse entre le premier et le deuxième semestre de la première année. Et c'est là que j'ai basculé vraiment pleinement en sociaux. Et après, j'ai fait la licence à Poitiers, le Master 1, Master 2, puis la thèse, quoi. Et dans ton parcours, tu as aussi développé un intérêt pour l'enquête quantitative ? Oui, Enfin, je l'avais vu un peu quand, déjà quand j'ai fait les cours de sociaux. Après, quand j'ai fait mon master, moi j'ai fait un master professionnel. Ce qui fait que pendant les stages de M2, on a fait une enquête collective, enfin deux enquêtes collectives en l'occurrence, dont une qui mobilisait effectivement ce qu'on avait appris en termes de socio-quanti, donc voilà, comment on fait un questionnaire, comment on fait de la passation, etc. Donc c'est quelque chose que j'ai appris donc pendant mes études, que j'ai mis un peu en œuvre donc, pendant le M2. Et je l'ai réutilisé ensuite dans ma thèse, puisque alors en réalité, quand j'ai fait ma thèse, j'ai fait moi des entretiens, donc plutôt du quali. Et en accord avec mes directeurs de thèse, à partir du quali, j'ai fait du quanti. En fait, j'ai créé des indicateurs, puisque j'avais fait des entretiens semi-directifs, peut-être même presque directifs, hein, vraiment très cadrés, qui m'ont permis justement de créer certains indicateurs et qui m'ont permis ensuite de me créer, on va dire, une petite base de données à partir de laquelle ensuite j'ai fait un peu de quanti, des analyses factorielles, etc., quoi. Peut-être d'abord, Isabelle, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'a amenée à faire une thèse ? Il me semble que tu as travaillé d'abord en tant que chargée de projet au sein de l'université de Poitiers, c'est ça ? Oui, exactement. Donc moi j'ai fait un master un master pro, ce qui n'est donc pas le parcours classique du doctorant, puisqu'on fait plutôt un master recherche pour ensuite basculer sur la thèse. Moi, j'ai fait un master professionnel et je pensais très honnêtement qu'à la fin du master, une fois le master en poche, partir dans la vie professionnelle et puis faire d'études, très honnêtement. Et ce qui m'a amené effectivement à faire la thèse, eh bien, c'est que une fois diplômée, j'ai cherché du boulot, j'ai fait une année, un boulot qui n'avait pas de lien avec la sociologie pour le coup. Et ensuite, il y a eu des offres d'emploi au sein du laboratoire de sociologie de l'université de Poitiers. Sur lequel donc j'ai postulé, j'ai fait plusieurs contrats et c'est en fait finalement c'était le dernier contrat que j'ai fait avec l'université, en tant qu'ingénieur d'études.
où là, effectivement, c'est plutôt, on va dire, des discussions avec la personne qui encadrait la recherche pour laquelle j'étais en réalité salariée, voilà, qui m'a dit, en discutant, qui m'a dit qu'il y avait, voilà, c'était une belle étude, que ça pouvait être une opportunité pour justement recueillir des données, avoir du matériau pour faire une thèse. Et c'est plutôt comme ça que ça s'est déclenché, quoi. Au départ, j'avais pas imaginé faire de thèse. D'ailleurs, à l'issue de la première discussion, j'avais quelques semaines pour me décider pour m'inscrire en thèse avant qu'il ne soit trop tard, et je n'ai pas décidé de m'inscrire en thèse à ce moment-là. Finalement, j'ai commencé le contrat, j'ai commencé le travail pour lequel j'étais payée en fait en tant qu'ingénieur d'études, et c'est finalement en fait en faisant ce travail-là que j'ai commencé finalement un peu à faire, que j'ai fait même mon terrain de thèse. Et je me suis inscrite en thèse en réalité à la saison universitaire suivante, vraiment officiellement. Tu avais besoin de voir un petit peu quel pouvait être le travail en lui-même, ou peut-être que tu n'envisageais pas d'aller vers ça au départ? Ouais, non. Alors déjà, effectivement, comme le disais, moi j'ai fait un master pro, donc pour moi c'était à la fin du master pro, une fois que j'ai le diplôme, j'arrête et j'entre dans le monde du travail à 100%, et c'est fini les études. Donc effectivement, quand cet ancien chercheur me propose, me parle de de cette éventualité d'une thèse, c'est quelque chose auquel j'ai pas du tout réfléchi à ce moment-là. De mémoire, je crois que j'avais 3 semaines, quelque chose comme ça, avant que les inscriptions soient terminées en fait au niveau de la fac. Donc j'avais 3 semaines pour décider si je m'inscrivais en thèse. Et finalement, moi, au terme de ces 3 semaines, j'ai pas réussi à prendre la décision parce que c'est quelque chose que j'avais pas envisagé. Je mesurais pas du tout le boulot. Enfin, pour moi, je voulais pas prendre la décision à la légère. C'est-à-dire que si je m'engageais dans la thèse, j'avais toujours la possibilité de me dire, je m'inscris, et puis si ça le fait pas, ça le fait pas, j'arrêterai. Mais j'avais pas envie en fait j'avais vraiment envie de m'inscrire en ayant un peu vraiment tout réfléchi, puis aussi parce que donc moi j'ai fait une thèse sur une association bien spécifique à l'époque que je ne connaissais absolument pas. Voilà, pour moi il y avait trop de doutes. Est-ce que ça allait me plaire, qu'est-ce qui m'attendait, etc. Je connaissais pas du tout le milieu, je m'y étais pas du tout préparée, parce que encore une fois j'ai fait ce master pro qui te prépare pas du tout au monde de la recherche, hein, parce que fallait faire l'autre parcours, parce qu'à l'époque c'était 2 parcours distincts entre le master recherche et le master professionnel. Donc voilà, j'avais 3 semaines pour décider, et j'ai pas décidé, j'ai pas réussi à trancher, donc j'ai pas pris de décision à ce moment-là. J'ai commencé le contrat pour lequel j'avais été embauchée, et c'est effectivement en fait en faisant le terrain pour ce boulot-là que je me suis je me suis pris au jeu. Enfin, je sais pas trop comment le dire, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ça m'a vraiment intéressée. J'ai vraiment voulu. Finalement, tout a un peu découlé. Après, je me suis dit, tiens, effectivement, si je faisais une thèse, j'aimerais bien m'intéresser à tel ou tel sujet. Et voilà. Et tout ça a pris forme, et commencé à avoir un peu une problématique en tête, à faire des entretiens, un peu un terrain exploratoire, puis j'allais dire un vrai terrain, un terrain mais pas exploratoire, quoi. Et donc je me suis inscrite à ce moment-là, quoi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'objet de tes recherches en thèse ? Alors, moi j'ai travaillé sur les parcours de salariés militants, donc au sein d'une association d'éducation populaire. J'ai donc fait mes recherches donc sur une association d'éducation populaire, donc en particulier, qui a quelques caractéristiques spécifiques, puisque c'est une asso qui comporte parmi son personnel salarié des enseignants détachés.
Voilà, donc j'avais envie de comprendre un peu plus en détail voilà, comment on arrive dans le milieu associatif salarié, avec un peu tout le discours qu'on entend, mais tout ce qu'on peut lire aussi dans des recherches. Enfin, d'autres sociologues ont travaillé sur ce milieu-là, et on sait très bien qu'il y a beaucoup de dons de soi, que on va pas forcément travailler dans le milieu associatif pour l'argent. Donc tout ça, c'était des choses voilà, c'est des choses qu'on sait. Il y a d'autres plein de travaux sur ces sujets-là. Donc moi, j'avais plus envie de m'intéresser un peu à ce lien en fait avec à l'éducation nationale, avec ces enseignants détachés, faire le lien un peu entre éducation nationale et éducation populaire, où ces deux milieux se rencontrent, où ces deux milieux se frictionnent, se séparent, et essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui fait qu'on fait le choix quand on est enseignant devant une classe, enfin devant des élèves. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit stop, ça j'arrête et je bascule du côté de l'éducation populaire. J'ai aussi, au fur et à mesure de mes travaux et des dossiers d'enseignants justement que j'ai pu consulter, voir un peu les mouvements entre ceux qui entrent dans l'association et ceux qui en partent. Et pour ceux qui en partent, alors c'est quelque chose que j'ai pas pu investiguer jusqu'au bout, mais voilà aussi comprendre un peu pourquoi on vient, pourquoi on reste, pourquoi on part. Voilà, c'était un peu les grandes questions pour voilà, étudier un petit peu tous ces profils de salariés et les parcours qui sont associés. Est-ce que tu pourrais nous préciser comment tu as fait pour transformer des matériaux qualitatifs en indicateurs ? Comme j'avais ma grille d'entretien, elle était donc encore une fois assez précise et structurée. En fait, je commençais toujours les entretiens avec les salariés de la même manière. Ma question d'entrée, c'était vraiment toujours la même, genre racontez-moi comment vous êtes arrivé dans l'association. Et à partir de là, donc voilà, l'entretien se déroulait. Par exemple, à partir de cette question en entrée, et par rapport à ce que les différents salariés ont pu me répondre, j'ai créé des indicateurs. Par exemple, sur cet indicateur-là, pour moi, il y avait plusieurs choses. Il y avait ceux qui, justement, par exemple, pouvaient dire « je suis arrivé par hasard ». Il y en avait d'autres qui disaient je connaissais un tel qui connaissait un tel qui m'a permis de rentrer, donc c'était plutôt de la cooptation. Donc voilà, en fait, par exemple, à partir de cette question-là, voilà, j'ai regardé tous les entretiens que j'avais, toutes les réponses que j'avais, et en réalité, comme je voyais bien que dans les différents des entretiens, pardon, je l'ai pas précisé, mais j'en ai fait une quarantaine. Et donc, du coup, voilà, je voyais bien que dans les 40 entretiens, plusieurs fois, je suis arrivée par hasard. Plusieurs fois, je suis arrivée parce que je connaissais un tel et qui connaissait un tel qui m'a fait arriver. Ou alors, j'étais enseignant et puis j'ai demandé un détachement pour venir. Ou alors, mon père ou ma mère était en lien avec l'association et du coup, moi aussi, je faisais telle ou telle activité et du coup, j'étais bénévole et je suis devenue salariée. Voilà, c'est des choses en fait qui revenaient dans les entretiens. Et en gros, pour moi, pour essayer justement de faire un peu les profils, c'est-à-dire que qui sont les salariés qui, en gros, justement, arrivent par cooptation, par exemple. J'avais envie de savoir combien ça représentait d'hommes, de femmes, est-ce que c'était des gens qui arrivaient d'un territoire plutôt urbain, plutôt rural, etc. Donc voilà, typiquement, c'est comme ça que j'ai créé. Donc là, c'est un exemple justement parmi tant d'autres, mais c'est vraiment à partir des réponses que j'ai eues à mes questions que j'ai pu créer ces indicateurs. Et ensuite, j'ai tout consigné dans une base de données, enfin un fichier Excel, ni plus ni moins, parce que j'avais pas non plus des centaines et des centaines d'indicateurs, j'ai plutôt quelques dizaines plutôt, et donc mais ça m'a permis
Voilà, c'est ce qui m'a permis de faire les profils en associant évidemment toutes les variables socio-démo, le sexe, l'âge, le lieu d'habitation, le niveau de diplôme, etc., etc., quoi. Donc ça m'a permis ensuite de faire des profils. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as trouvé ton emploi au ministère de la Santé ? J'ai répondu à une offre d'emploi qui avait été diffusée sur la liste de diffusion des étudiants du master de l'université de Poitiers. Donc, voilà, régulièrement, les enseignants envoyaient sur cette liste, sur la liste donc, dans laquelle il y avait donc l'ensemble des étudiants du master de l'année en cours, quoi. Voilà, envoyer des offres d'emploi diverses et variées, on va dire. Et voilà, un jour, eh bien, il y avait celle pour laquelle j'ai postulé, donc au ministère, au service statistique ministériel du ministère de la Santé, très exactement. Et donc c'est comme ça que j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation, et après je suis allée en entretien, j'ai été recrutée. En termes d'insertion professionnelle, lorsque tu étais en thèse et que tu as eu besoin de chercher un emploi, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières ? J'ai fini mon M2 en 2008. Je me suis inscrite en thèse en 2011, donc il y a eu 3 ans de pause, on va dire, pendant ces 3 années. Donc il y a eu une année où j'ai fait clairement un boulot alimentaire avant de répondre à l'offre d'emploi pour être ingénieur d'études donc au laboratoire de sociaux. Et quand j'étais ingénieur d'études donc au laboratoire de sociologie, j'ai fait un premier contrat de 12 mois. Si je me souviens bien, ensuite, j'ai fait un contrat de 3 mois, je sais plus, ça y est, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, j'ai eu une succession de contrats en fait quand j'étais ingénieur d'études. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai signé pour la dernière recherche que j'ai faite donc avec l'université de Poitiers, donc qui a donc abouti ensuite donc à l'inscription en thèse. Dans un premier temps, voilà, j'ai eu des petits bouts de contrat. J'ai eu 6 mois, 3 mois, puis de nouveau 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Mais donc là, j'étais inscrite en thèse, et ce qui s'est passé, c'est que quand mon contrat a pris fin avec le laboratoire de sociologie, si je me souviens bien, c'était fin 2012. Et donc après, à partir de janvier 2013, j'avais plus de boulot, donc plus de ressources financières. Et avait été étudiée la possibilité que je fasse un peu plus de cours justement à la fac. Éventuellement, peut-être un financement un peu style du genre CIFRE avec l'association donc, sur laquelle je faisais ma thèse. Donc tout ça a pris quelques mois pour... il y a eu un certain nombre de discussions comment c'est réalisable, etc. Et finalement, tout ça a abouti à rien, puisque j'ai pas eu de bourse, pas de contrat avec l'association sur laquelle je faisais ma thèse, et j'ai pas non plus été à terre au sein de l'université. Donc de nouveau sans emploi, j'ai de nouveau cherché du travail en dehors de ce milieu-là, on va dire. J'ai travaillé pour la région Poitou-Charentes à ce moment-là. J'ai fait un remplacement de congé maternité, très exactement. Donc on m'avait tout de suite prévenu que c'était que pour 3 mois et qu'il n'y aurait pas de suite. Ça a été quand même prolongé d'un petit mois supplémentaire, mais je savais qu'il n'y avait pas de suite. Et c'est quand j'étais en fait quand je faisais ce contrat-là avec la région, où là je me suis dit non mais en fait je peux pas passer mon temps
à chercher un emploi, en plus de faire la thèse. C'est extrêmement chronophage. Et donc là, j'avais un peu pour objectif, on va dire, de trouver du boulot, mais qui consisterait à pas chercher du boulot 3 mois plus tard. Et donc voilà, donc là quand quand je regardais les offres d'emploi et notamment que je suis tombée donc sur l'annonce qui était donc diffusée par la liste de diffusion des étudiants du master, cette offre d'emploi donc pour un CDD de 3 ans, je me suis dit qui m'intéressait évidemment. Pour moi, c'était un peu ça a aussi clairement pesé dans la balance qui m'a poussé, on va dire, à postuler, quoi. C'était aussi le fait que c'était un contrat long, où là, je me suis dit, bon, bah, au moins, si ça le fait, pendant 3 ans, je vais pouvoir... Enfin, voilà, ça va être... un peu, il va y avoir un petit coup d'entrée parce que non seulement il fallait que je déménage, que je quitte ma région, que je découvre quand même un univers professionnel que je ne connaissais pas. Donc je savais qu'il y avait quand même un petit coup d'entrée, mais pour ensuite quand même avoir derrière un peu de temps, voilà, être plus confortable pour trouver un rythme qui me permettrait de conjuguer et une vie professionnelle, personnel et de recherche, on va dire. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les activités et les missions que tu as réalisées dans le cadre de ton emploi au ministère de la Santé ? Pour être plus concret dans ce que je faisais, en gros, au service statistique donc, du ministère de la Santé, donc l'adresse, il y a un certain, ils avaient un certain nombre d'enquêtes, de grosses enquêtes, qui dont la collecte se faisait donc sur papier. Et c'est des grosses enquêtes en fait qui sont faites par l'adresse et qui ont lieu tous les 4 ans. En fait, il y a 4 volets, donc il y a un volet chaque année et puis tous les 4 ans, donc ça revient. Ils interrogent de manière exhaustive les établissements donc, qui accueillent et qui hébergent ces personnes en difficulté ou en situation de handicap ou en difficulté sociale. Ces grosses enquêtes en fait passées par une collecte dématérialisée donc sur internet. Il fallait donc assurer la transition entre ces versions papier et les versions dématérialisées. Et donc moi j'ai été recrutée en fait pour assurer la dématérialisation. Donc voilà, concrètement moi ce que j'ai fait c'est plutôt ça, donc assurer c'était pas vraiment une refonte, mais en tout cas le changement le changement de mode de collecte de ces enquêtes qui sont assez importantes. J'ai passé un peu 6 ans à dire que en fait finalement dans ma fiche de poste on aurait pu, je pense, écrire traductrice parce que j'ai fait beaucoup de traductions entre ce que veulent les chargés d'études qui conçoivent les questionnaires justement et le monde de l'informatique et de tous ces informaticiens qui font de la programmation. Souvent ce sont 2 mondes en fait déjà qui ne se côtoient jamais, qui ne se parlent pas, qui ne se comprennent pas souvent. Donc j'ai eu l'impression de faire de la traduction pendant 6 ans. Mais c'était très bien, hein. J'ai beaucoup aimé faire ça. Tout à l'heure, tu disais que tu étais entrée dans un nouvel univers professionnel et que donc ça nécessitait quand même un temps d'adaptation. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus nouveau ou alors qui t'a demandé le plus de temps pour t'adapter ? Le plus nouveau, c'est... Alors, c'est pas la partie conception, parce que ça, pendant mes études, on a appris à faire des enquêtes par questionnaire, donc construire un questionnaire, limiter les biais, etc. Tout ça, c'était pas la partie la plus difficile, mais par contre, après... non, il y avait un coup d'entrée justement par rapport à ce milieu informatique. Enfin, moi, j'étais rattachée en fait à l'adresse, j'étais rattachée au département informatique. Donc, j'avais quand même j'avais des collègues, les collègues qui étaient dans mon bureau, c'est vraiment des informaticiens qui codaient, quoi. Enfin, qui passaient leur journée à parler en langage SQL et je sais pas trop quoi, à faire des requêtes. Enfin, bon,
tout un univers que j'ignorais totalement. Je comprenais pas toujours très bien ce qu'ils faisaient, mais j'ai appris plein de choses, hein, du coup. Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu faisais très concrètement à l'adresse? Bah, c'est simple, hein, moi quand je suis arrivée, on m'a donné les versions papier justement de ces questionnaires. C'était des énormes documents comme ça, là, enfin, des sortes de, enfin, ce qu'ils envoyaient finalement aux établissements pour faire la collecte des données. Donc c'était des grandes feuilles A3, c'est même pas des feuilles A3, je sais pas, c'est des feuilles A3 collées les unes avec les autres. Enfin, ça fait des trucs gigantesques et tout, comme ça, des papiers hyper grands pour faire de la description individuelle de toutes les personnes qui sont hébergées dans ces types de structures. Bon, bref. Voilà, donc en gros, la première mission, ça a été de se mettre autour d'une table pour discuter un peu des enjeux, que tout le monde y trouve son compte dans ce voilà, de passer de la version papier à la version internet. Il fallait que voilà, pas perdre d'infos, que tout le monde, voilà, en gros, on organise des groupes de travail, quoi, enfin des sortes de concertations pour s'assurer qu'on va dans le bon sens dans la voilà, quand on dématérialise l'enquête. Et après, donc moi j'ai pas du tout fait de programmation informatique, hein, mais c'est juste qu'il y a énormément de documents à mettre en forme justement pour exprimer les besoins et d'un côté et de l'autre, quoi. Donc les besoins du côté des chargés d'études, de ceux qui voilà, qui vont exploiter les données. Enfin, faut prendre en gros les attendus de tout le monde, quoi. Donc, il y a des contraintes informatiques. Parfois, le chargé d'études, il aimerait bien que le tableau sur Internet, il soit comme ci, comme ça, et puis qu'il soit filtré parce que machin. Bon, ça, par exemple, parfois, la réponse de l'informaticien et du programmeur, c'est de me dire, non, ça, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Donc ensuite, il faut prévenir qu'on ne peut pas le faire. Il faut se mettre autour d'une table pour réfléchir à comment faire pour que ça soit satisfaisant pour tout le monde. Donc voilà, encore une fois, j'ai fait beaucoup de traductions en fait entre ces deux univers, encore une fois, qui ne se côtoient pas. Voilà, bien après, une fois que donc il y a eu la première édition, enfin la première enquête qui a été dématérialisée, donc il y a eu un coup d'entrée assez important. On essuyait un peu les plâtres, hein, aussi sur la programmation informatique. Il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle de recettes à faire, donc c'est toute la partie des tests sur le questionnaire dématérialisé. Et après, donc une fois que une fois que tout ça a été fait, et ben j'assurais aussi tout le suivi de la collecte en fait. Donc voilà, donc on a fait toute la programmation, tous les tests et tout jusqu'au jour où la collecte a débuté. Et quand la collecte a débuté, j'avais également assuré des formations parce que donc il y a toute une partie hotline pour quand les personnes n'arrivent pas à se connecter, qu'il y a un problème sur le site, ils ont perdu leurs identifiants, mots de passe, etc. Donc tout ça, évidemment, c'est pas nous qui le faisons. C'est une hotline extérieure, donc il faut assurer des formations pour former les hotliners. Quand il y a des relances téléphoniques, il faut aussi former les enquêteurs pour ces relances, parce que c'est des prestataires, hein, donc il faut leur rédiger les documents à la virgule près de ce que vous voulez qu'ils disent à la personne qui décroche le téléphone. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est pas mal de boulot et ça fait partie de mes missions. Voilà, donc je faisais vraiment toute la partie, tout le suivi aussi de la collecte, voilà, jusqu'à la fermeture de la collecte. Une fois que le site était fermé, récupérer les bases de données. Et donc là, pour moi, mon boulot, il était terminé. C'est-à-dire que j'ai jamais traité une base de données. Là, ça partait chez les chargés d'études. C'était vraiment toute la partie amont, quoi. La conception, programmation, test, et suivi de collecte, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton boulot actuel, nous expliquer un petit peu quelles sont tes missions? Je suis arrivée au SSMSI en 2020 et j'ai été recrutée pour assurer la refonte d'une enquête cette fois. Donc là, c'était vraiment une enquête qui était gérée par l'INSEE.
Ça s'appelle Cadre de vie et sécurité. Donc ils ont géré cette enquête jusqu'en 2021 et en réalité en 2018, si je me souviens bien, ils avaient annoncé en fait que justement qu'ils assuraient la collecte des données de cette enquête jusqu'en 2021, mais qu'ensuite ils seraient plus en mesure donc de poursuivre. Et c'est à ce moment-là que le ministère de l'Intérieur, à travers son service statistique ministériel, s'est positionné pour dire qu'ils assureront la continuité de l'enquête. Sauf que l'enquête cadre de vie et sécurité, elle était donc gérée par l'INSEE. C'était des enquêteurs INSEE qui se déplaçaient donc au domicile des ménages sélectionnés, parce que c'était une enquête où ils tiraient un ménage en fait. Pour ensuite, un enquêteur se déplacer à domicile pour faire la passation du questionnaire en face à face. Et là, en fait, ce qui était prévu, donc c'est jusqu'en 2021, ça se passe comme ça, et qu'à partir de 2022, quand ça passe du côté donc du SSMSI, cette enquête de victimation donc ne soit plus assurée comme ça en face à face, mais et que ça soit plus non plus donc une enquête ménage, mais une enquête individuelle. Avec une collecte multimode, donc internet, téléphone et papier. C'est pas du tout pareil d'interroger un ménage que d'interroger un individu. C'est pas du tout pareil de faire un questionnaire en face à face que de faire un questionnaire auto-administré. Quelqu'un va répondre seul derrière son ordinateur à des questions, par exemple. Donc il fallait assurer donc la refonte du dispositif d'enquête. Et moi j'ai été recrutée donc pour m'occuper donc en partie, j'étais pas seule bien sûr, mais de la refonte de cette enquête. Première édition de l'enquête a eu lieu donc en 2022, comme c'était prévu. Et donc c'est une enquête annuelle, donc ensuite il a fallu préparer l'édition 2023, 2024, etc., etc. Donc là, c'est mon deuxième contrat, donc 2023 jusqu'en 2026, où là, donc je fais plus de refonte, puisque ça y est, ça c'est terminé, mais vraiment, maintenant, j'ai basculé sur un poste où vraiment je fais de la conception de questionnaire, quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce type d'enquête, comment est-ce que tu pourrais nous l'expliquer, nous dire en quoi elle consiste? Quel est son but? C'est une enquête de victimation, donc on cherche à repérer en fait donc les victimes d'atteintes au cours de la vie, donc des atteintes aux biens ou des atteintes à la personne. Parce que en gros, ce qui se passe, c'est que là, dans le service dans lequel je travaille, il y a deux grands bureaux, on va dire. Donc il y a un bureau qui s'occupe de toutes les données administratives. Il y a des stats mensuels qui sont publiés justement sur combien il y a eu de vols avec violence, sans violence, avec arme à feu, combien d'homicides, etc., etc. Donc chaque mois, il y a une note qui est publiée, une note de conjoncture. Mais ça, c'est des données, donc ces données administratives, elles sont remontées du terrain, donc c'est-à-dire des commissariats et des gendarmeries. Elles font ressortir que les gens qui passent par les commissariats et les gendarmeries, que les victimes qui vont déposer plainte ou qui vont déposer des mains courantes quand ils subissent quelque chose. Nous, sur la partie enquête statistique, la partie étude, on fait donc cette enquête de victimation qui, elle, permet de mesurer aussi les faits subis, mais pour les personnes qui ne vont pas déposer plainte ou qui ne vont pas faire de main courante. Est-ce qu'il y a des aspects dans ton emploi qui te posent problème et que tu aimerais voir évoluer? Qui me pose problème, non. Vraiment, ce que je fais, c'est très stimulant parce que, encore une fois, il y a encore beaucoup de choses nouvelles en fait à faire dans mon boulot, comme je le disais tout à l'heure. Là, on va bientôt commencer, dans quelques mois quand même, la collecte des données de 2025. Avec une thématique qui est encore une fois nouvelle. 2026, ça sera encore un autre sujet, donc c'est encore nouveau pour moi. En gros, j'apprends des choses tous les jours. Je finis par... Alors après, de toute façon, je suis en poste jusqu'en 2026, donc si à l'issue de ce poste, j'ai pas de CDI, je ne pourrai pas rester encore une fois. Je serai obligée de changer... de ministère ou d'emploi tout court, enfin je sais pas, de faire autre chose.
Mais sinon, ouais, voilà, pour l'instant, c'est... Enfin, jusqu'à la fin de ce poste, encore une fois, je pense que je ferai... Ça sera toujours nouveau, ce que je ferai tout le temps. Donc, j'ai pas de difficulté particulière. Mon poste a évolué déjà un peu, justement, quand j'ai fait, entre le premier contrat et le deuxième. Il a un peu évolué. Euh, donc, non, pas de... Si vraiment je devais répondre quelque chose, ça serait peut-être un peu plus de lien. Enfin, là, pour l'instant, je fais pas du tout de traitement de données. Mais voilà, si je pouvais en faire un peu, peut-être écrire un peu des papiers, voilà, ça changerait un tout petit peu une sorte de mini routine entre guillemets qui peut parfois y avoir voilà, dans la partie un peu suivie de la collecte, etc. Mais j'ai déjà un emploi du temps bien chargé, donc je sais pas en réalité si j'aurai du temps à dégager pour écrire. Et enfin, dernière question, comment envisages-tu ton futur professionnel? Jusqu'en 2026. Euh, donc, au terme duquel j'aurais fait 2 contrats de 3 ans, donc j'aurais fait 6 années, donc ça, je pourrais pas signer un autre CDD, c'est ça que je veux dire. Donc soit je reste, si je veux rester sur mon poste, s'ils veulent me garder, il faudra obligatoirement qu'ils me proposent un CDI. Euh, donc ça c'est une possibilité, et puis bah si c'est pas le cas, il y a d'autres services stats. Il y en a plein. Enfin, il y en a, je sais plus. Je vais pas dire une bêtise, mais une quinzaine, je crois. Donc, il y a plein de sujets qui m'intéresseraient par ailleurs, ailleurs, quoi. Enfin, je suis très bien où je suis, hein, mais si je peux y rester, pourquoi pas. Mais après, j'imagine, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand même, cette enquête, elle va finir par être... enfin, il va y avoir une sorte de routine, en fait. Voilà, les thématiques vont aussi, de nouveau, enfin, ça va rouler, quoi. Donc, il y aura... voilà, ça sera peut-être un peu moins stimulant que ce que ça n'est actuellement. Donc peut-être que j'imagine que dans quelques années ça finira par voilà par peut-être être un peu trop routinier, et si mes missions n'évoluaient pas, peut-être que je finirais par m'ennuyer, mais c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Mais après je suis pas trop inquiète. Enfin, encore une fois, là maintenant c'est toujours pareil, c'est-à-dire que déjà quand j'étais à l'adresse, j'ai rencontré vraiment euh, plein de gens, et c'est d'ailleurs aussi un peu comme ça que j'ai eu ce poste au SSMSI, hein. C'est au moment où j'ai terminé mes 6 années de contrat à l'adresse, et où là pour le coup ils me gardaient pas en CDI. Mon CV a été diffusé par la chef de service au sein des autres SSM, et c'est comme ça que mon chef actuel euh, est tombé sur mon CV et m'a contacté d'ailleurs dans un premier temps pour me parler du poste donc, que j'occupe actuellement, mais c'était pas... voilà, ça c'est plus du réseau. Donc quelque part, je me dis qu'en 2026, s'il n'y a pas de CDI, si je reste pas, voilà, il y a des thématiques, encore une fois, au ministère de la Justice, au ministère de l'Éducation nationale qui me plairait beaucoup. Donc, je pense qu'après, et en plus en ayant dans mes bagages 12 années au sein du SSP, je pense que ça pourrait quand même jouer dans la balance, quoi. Nous remercions Isabelle pour ce moment d'échange. Sur les routes de la sociologie revient bientôt pour un 3e épisode qui sera plutôt funèbre. Et oui, nous ferons un détour par un sentier particulier, celui que tout le monde explore au moins une fois. Il s'agit de notre dernier voyage, la mort. Notre invitée sera Manon, anthropologue spécialisée dans le funéraire. Doctorante à l'université de Tours, elle s'intéresse à ces routes finales que nous empruntons. À travers ses recherches, elle éclaire des questions fondamentales. Comment repensons-nous la mort à l'heure des enjeux écologiques? Quelles innovations transforment les pratiques funéraires? Manon a accompagné des acteurs du secteur funéraire dans leurs projets, de la mise en place de cérémonies alternatives aux sépultures écologiques. Son parcours,
c'est une véritable odyssée sociologique, où chaque détour révèle une facette de nos rapports au corps, à la mort et à l'environnement. Alors attachez vos ceintures, avec Manon, on s'apprête à traverser des routes à la fois très fréquentées, mais en même temps peu étudiées par les chercheurs en sociologie.